Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. C'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver ce dimanche pour de nouvelles émissions, de nouvelles productions de votre émission Dimanche, c'est politique. Vous le savez, le Bénin prépare une transition et l'un des chapitres les plus importants vient de s'écrire. Le choix de la majorité présidentielle de porter la candidature de Monsieur Romuald Wadani, ministre de l'économie, des finances et de la coopération. Il est le choix de l'Union progressiste, le renouveau, du Bloc républicain, de Moël Bénin et également du Parti Renaissance nationale. C'est pour dire qu'il a le choix de tout cet ensemble de la grande mouvance présidentielle. Mais ce choix qualifié de consensuel est-il un simple alignement de façade ou réellement le reflet d'une véritable unité? Ce choix incarne-t-il la continuité du projet de développement enclenché ou annonce-t-il une réinvention de la gouvernance? Il y a tellement de questions autour de cette désignation de Monsieur Romuald Wadani que nous nous permettons ce matin d'aborder toutes ces questions. Et pour en parler, je reçois un responsable du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Il est membre de la direction exécutive nationale de cette formation politique. Il a nom Nikez Kochami Fayon. Il est député, membre de la commission des finances et des échanges du Parlement, membre de la commission permanente de l'audit des comptes publics au Parlement de l'Union africaine, ancien ministre. Monsieur Fayon, bonjour. Ancien maire également, j'ai oublié cela. Bien sûr. Bonjour à vous. Comment vous allez, ça va, chers journalistes? Bonjour à tous les téléspectateurs, je veux dire toutes les populations et qui accordent un intérêt à vous suivre en ce moment. Bonjour à tous mes camarades de l'Union progressiste, du Renouveau et au sens large. Bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour donc répondre aux préoccupations certainement de certains de vos militants, des téléspectateurs, des citoyens lambda, en tout cas aux préoccupations de tout le peuple béninois pour ce qui est de comment vous avez désigné votre candidat. Donc c'est d'ailleurs l'actualité qui nous oblige ce matin. Mais bien avant de nous intéresser à cela, consacrons quelques minutes peut-être à ce bilan que M. Wadani doit porter et défendre, et pourquoi pas aller au-delà. Nous sommes à l'heure du bilan puisque Patrice Talon va céder le fauteuil. Il disait qu'il allait faire le job. On a vu des réalisations. Vous qui êtes un acteur politique, qui a partagé, qui a fait, on va dire, tous les couvents pratiquement, à la lecture, à l'heure du bilan, êtes-vous satisfait? Même si vous êtes un soutien, le job a-t-il été fait selon vous et quels sont ces points insuffisants que vous notez? Madame la journaliste, vous êtes d'accord avec moi que nous ne saurions faire le bilan exhaustif de presque 10 ans d'action gouvernementale, de mise en œuvre de politiques publiques audacieuses et telles que cela caractérise le gouvernement de la rupture depuis 2016 à ce jour. Cependant, nous allons faire des esquisses simplement et tout en me permettant de m'offrir l'occasion de revenir sur le plateau et de ne avoir qu'à parler que de ça. Ceci étant, je dois vraiment à l'entame vous dire que c'est une bonne initiative de votre part de vouloir aborder cet aspect pour mieux comprendre la suite de mon interview. En réalité, la gouvernance sous le régime de la rupture s'est caractérisée par des réformes bien structurées, intelligentes, par des projets politiques, publics et sur la base d'une méthode. Je vais d'abord mettre l'accent sur la méthode. Il y a le diagnostic.
minutieux, rigoureux qui a été fait tout au départ, qui a dégagé les forces et faiblesses, les acquis et les handicaps, les atouts et les handicaps, j'allais dire. Et sur cette base, il a été procédé à l'élaboration de politiques sectorielles. Bien sûr. Et les politiques sectorielles ont un caractère, ont un thème décennal pour 10 ans. Et il n'y a pas de ministère ou de secteur qui ne soit pas doté de stratégie quinquennale. Et cette gouvernance a été marquée aussi par une exemplarité dans la rigueur, dans la ponctualité et à travers plusieurs secteurs. Pour ne pas trop discourir, vous savez que le Bénin, comme tous les autres pays, ont connu, dans le cadre du processus du développement, de leur développement, 2 phases. Il y a la phase décennale avant 2015, caractérisée par les objectifs du millénaire pour le développement, et il y a la phase post-2015 où toute la communauté internationale s'est ravisée. Il ne s'agirait plus de réduction de la pauvreté, qu'il faut aller vers des décisions hardies et un agenda bien précis, bien articulé, à travers 17 cibles pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. D'accord. Il se fait que cette deuxième phase coïncide avec le début de la mise de la gouvernance sous la rupture. Et lorsqu'on fait un point, en tenant compte du dernier rapport sur le développement durable, et nous avons l'avantage d'être en tête de peloton de tous les pays au plan mondial et africain en ce qui concerne l'indice des objectifs de développement durable. Au moment où nous avons 14,5, il y a d'autres pays africains qui sont autour de 5,5, de 10, on les a dépassés. D'accord. Lorsque précisément on prend globalement sous un autre aspect cette mesure de performance, nous avons eu à totaliser 55,6 de score, c'est-à-dire que nous sommes au-dessus de la moyenne pondérée de tous les pays de la CEDEAO. Et cela se matérialise spécifiquement à travers quels éléments? Prenez par exemple dans le système éducatif. Dans le système éducatif, il y a une innovation, une volonté hardie à travers la mise en œuvre du programme national intégré et qui a contribué à offrir à tous les fils et toutes les filles qui sont à l'école primaire et maternelle à certains égards, l'accès à la cantine scolaire. D'accord. Et cet accès à la cantine scolaire est un exemple type de programme à visage humain, socialement bénéfique à toutes les couches, toutes tendances confondues. On ne cherche pas à savoir est-ce que l'enfant, son parent est de ceci. Ceci étant, en 2024, nous avons été heureux d'être classés champion mondial de l'alimentation scolaire et champion africain de l'alimentation scolaire au cours du conseil d'administration de FAO tenu à Rome. Donc, c'était important de le préciser. C'était important de le préciser. Quand vous venez dans le domaine des infrastructures, vous avez dit, on ne pourra pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Parce que nous avons du chemin quand même, hein, monsieur Nicolas. D'accord, on vient que de faire à peine 5 minutes. Oui. Voilà. Oui. Ne vous en faites pas. Quand on prend le domaine des infrastructures globalisées sous le vocable de cadre de vie et des transports, je vais vous dire que vous êtes les premiers bénéficiaires. Avant que vous ne veniez ici, à un moment donné, vous étiez entouré par une ruelle où vous ne pourriez pas passer quand il pleut sans qu'il n'y ait de la boue. Votre quartier là, nous sommes ici à Fidrosset. Vous êtes les premiers témoins de ce que je dis. Quand vous voyez la qualité de nos routes,
Vous savez, avant 2016, et moi j'ai été ministre des Travaux publics et Bien des sûr. Transports, en mon temps, nous n'avons pas pu malheureusement réhabiliter la route d'Assa-Zoumé à Parakou. Mais avec son arrivée, on l'a fait. Et avec son arrivée, nous avons eu des percées dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole, où le Bénin est passé premier producteur du coton. D'accord. Et aujourd'hui, pour mettre un thème à cela, puisque c'est moi-même qui ai demandé à revenir, vous savez, avant 2016, il n'y avait pas d'articulation. L'économie du Bénin était une économie désarticulée. Ça veut dire que entre le secteur primaire et le secteur secondaire, il n'y avait pas du tout d'articulation. Et pourtant, on nous a appris à l'école et pendant des décennies que l'agriculture est la base du développement et l'industrie le moteur. C'est avec ce régime que ceci a été concrétisé à travers Glodibé. En face de ces points positifs, puisque ce sont les points positifs que vous venez d'évoquer jusque-là, quels sont ces points d'insatisfaction ou les chantiers qui n'ont pas été concrétisés sur lesquels votre candidat désigné doit pouvoir revenir pour satisfaire les Béninois qui sont en attente peut-être depuis 2016? Mais dans tous les cas, ce que je vous dis, je ne veux pas dire que tout a été fait et que rien n'est à faire. Non. Je vous donne un seul exemple. Il y a encore beaucoup à faire malgré les efforts fournis dans le secteur de l'éducation. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il y a eu un déséquilibre criard entre l'enseignement général et l'enseignement technique. Et le ratio enseignement technique par rapport à l'enseignement général était de 3% à fin 2015. Ce ratio, bien qu'étant passé à 5,8, et c'est pas du tout suffisant parce que le fleuron de l'industrie, de la chaîne d'industrie sur la base de l'approche des chaînes de valeur en cours de mise en œuvre évolue avec le développement agricole qui a amené le gouvernement à concevoir un programme de construction de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles en cours de construction. Donc, il a achevé et ce programme d'un coût de 400 milliards pour lesquels, globalement, pour le processus du financement du développement du Bénin, je tiens à remercier d'une part les efforts individuels, mieux que par le passé, des Béninois. Ces Béninois. Leur contribution a été précieuse en termes de mobilisation de ressources internes. Et elle est encore attendue. Au même moment, je tiens à remercier toute la communauté financière internationale. Et du point de vue de la coopération bilatérale comme multilatérale, ce qu'on appelle couramment les partenaires techniques et financiers, toutes les banques de financement du développement, les chancelleries, etc., qui œuvrent aux côtés du Bénin, mais dans une dynamique beaucoup plus structurée. Et pourtant, l'éducation est un secteur primordial. Non, je vous dis, aujourd'hui, à ces efforts qu'il faut fournir, il y a des réformes qu'il y a eu au niveau des universités thématiques. Il y a des efforts de formation, bien que 700, pour une première fois, en plusieurs décennies, 700 enseignants qualifiés dans l'enseignement technique sont formés pour pouvoir mieux encadrer ces élèves. Vous voyez, achever ce programme, construire 8 écoles de métiers. Je donne un exemple, vous avez vu la dernière fois, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, a été amené à offrir la possibilité de stage à des apprenants du secteur de l'hôtellerie, du tourisme, et en lien direct avec le fleuron de l'hôtellerie, c'est-à-dire, vous avez Sofitel. Sofitel a accueilli une trentaine d'élèves, et donc, les défis sont énormes, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le cadre a été tracé, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a pu soutenir par une voie, nous sommes l'un des rares pays, et avoir non seulement élaboré la vision Bénin à l'AFIA 2060, avoir projeté et encadré à travers une loi sur la planification du développement
l'évaluation des politiques publiques et naturellement à mettre en œuvre justement les directives de l'Union africaine. Et jusque là, vous n'avez pas encore parlé d'insuffisance, hein, monsieur, non, monsieur Fayon. Non, je vous dis, avec le déséquilibre qui a été constaté oui. entre l'enseignement général et l'enseignement technique, je vous ai donné les ratios. Bien sûr. Pour dire que bien qu'on soit sensiblement à un point supérieur à 5,8, il y a un vaste programme qui est en chantier. Alors, les attentes, c'est que ce programme soit achevé. 30 lycées techniques agricoles, 16 lycées techniques professionnels, 8 écoles de métiers. Et c'est un grand chantier, c'est ce que je veux vous dire. De la même manière, vous avez vu que même en matière de l'eau, il est mis en chantier plus de 300 systèmes d'adduction d'eau potable multi-villages et qui ne sont pas encore achevés. De la même manière, vous allez voir que bien que des routes ont été construites, la demande en termes d'amélioration de la capacité de mobilité rurale, c'est-à-dire dans les zones rurales, fait construire les ponts, faciliter la mobilité rurale. On a construit, et c'est l'avantage du gouvernement, une quarantaine de marchés pour renforcer les activités marchandes, mais il y a beaucoup d'endroits qui nécessitent que les voies soient aménagées. Bon, ça, c'est des chantiers qui représentent des points d'insatisfaction. Il y a des centres de santé, il y a la politique communautaire, socio-communautaire maintenant, qui est mise en œuvre. Il y a la volonté du gouvernement d'améliorer les infrastructures, la construction d'infrastructures sanitaires. C'est annoncé une dizaine d'hôpitaux, de zones et hôpitaux à caractère départemental. Et dans plusieurs hôpitaux de zone, le renforcement de la capacité en termes de soins, les questions liées aux dialyses, aux personnes en situation de dialyse, par exemple, nécessitent des attentions accrues. De la même manière, quand vous voyez démographie pour démographie et niveau de formation à caractère général, il y a lieu de nous concentrer pour aller vers un reversement progressif et significatif des aspirants au métier d'enseignant, bien que ceux-ci aient été affranchis des précarités liées aux vacations. Donc, c'est des points d'attente. Des points d'attente, mais pourtant, votre candidat est de ce gouvernement finissant. Est-ce qu'il y a assurance que ce gouvernement qui est en train de finir, qui n'a pas pu, surtout sur la question des dialysés, si bien sûr votre candidat gagnait? Non, la question de dialysés, je veux rester objectif avec vous. D'accord. Il y a des points d'insatisfaction sur lesquels nous devons travailler. Et au contraire, ce que vous dites, qui a initié tous ces projets et programmes? Un ministre de l'économie et des finances, on ne l'a pas écrit, hein, pour avoir été membre d'un gouvernement. Un ministre de l'économie et des finances, je peux vous le dire, c'est le chef du gouvernement bis. Et un ministre de l'économie et des finances, comme mon jeune frère, le ministre d'État, Romian Wadaï, c'est rare. Venons au choix de votre candidat, monsieur Nikez Fayon. On a lu le communiqué de la haute direction de votre formation politique. On a lu celui du bloc républicain, mais au-delà de ces mots, au-delà de ces postures, au-delà de ces larges sourires, parlez-nous des coulisses de la désignation de ce candidat. Est-ce un vote formel qui a été fait ou c'est simplement un consensus négocié au sommet? Exprimez toutes vos préoccupations sur ça, je vais vous répondre. Ma question elle est posée déjà. Ok. Bon, vous savez, j'entends dire beaucoup de choses. Mais le choix est conforme, d'une part, au code électoral. Quand vous lisez l'un des alinéas de l'article 132 nouveau du Code, du point de vue des conditions pratiques de mise en œuvre du parrainage, on dit que le parrain peut parrainer un candidat membre de son parti ou un candidat désigné par son parti. On va même plus loin, on dit qu'en cas d'accord de gouvernance,
entre son parti et un ou deux autres, ou trois autres partis, comme vous allez le constater, c'est en train d'être le cas avec l'Union progressive, le Renouveau, et par ailleurs le Bloc républicain et bien d'autres formations politiques. Le parrain peut parrainer l'un ou l'autre des candidats des deux partis. Alors, de ce point de vue, que le ministre d'État ait été désigné, c'est conforme au code électoral. La deuxième chose, nous sommes un parti politique. Nous avons des statuts. Et les statuts précisent en ce qui concerne les modalités de fonctionnement et les pouvoirs, que les décisions sont prises après des discussions préalables à l'intérieur des instances qui tiennent compte de la volonté de la majorité. Ensuite, il est recherché fortement le consensus. Et par ailleurs, les décisions sont prises dans un esprit de collégialité. Et c'est seulement quand il n'y a pas le consensus qu'on peut aller vers le vote. Alors, quand on dit qu'ils tiennent compte de la majorité, de la volonté de la majorité, je peux vous dire que même pour identifier, positionner les candidats sur les listes de la dernière fois pour être conseiller communal, moi j'ai subi des enquêtes, partie même des enquêtes d'opinion. Donc, c'est à la suite des opinions croisées qu'on recoupe. Alors, à partir de ce moment, ce n'est pas une question de décision négociée au sommet. C'est une question de décision bien concertée et qui répondent d'une part à l'esprit et à la lettre donc de nos textes, qui correspondent aussi aux dispositions légales évoquées par le code électoral. D'ailleurs même, alors, écoutez... Il n'y a pas une partie pour la base. La base n'a pas son mot à dire. Non, qu'est-ce que vous dites? Et moi, je fais partie de la base. C'est-à-dire, pour être membre de la direction exécutive nationale, je suis membre d'une cellule à la base. J'ai écouté. En tant que gouvernant, j'ai écouté, j'ai rapporté. Mais la preuve, madame la journaliste, si ça ne répond pas à la majorité de la volonté populaire, vous ne voyez pas l'engouement que ça entraîne. Vous avez entendu dans nos rangs, écoutez, vous avez entendu dans nos rangs des gens vous dire, ah non, on n'est pas d'accord. Est-ce réellement sincère? Qu'est-ce qui n'est pas sincère? Ce qui est fait à Porto Novo, est-ce que les gens de Porto Novo ont concerté les gens de la 15e circonscription? Est-ce que les gens de la 15e circonscription ont concerté le président Nicéphore Soglo? Vous n'avez pas entendu? Eux, ils sont hors de votre parti politique. Ils sont hors, même dans votre formation. Écoutez, est-ce qu'ils ont concerté mon collègue, Arossi? Davantage. Si des voix, est-ce qu'ils ont concerté mon grand frère et le président Ousmane Batoko? Ça, c'est un autre élément que vous évoquez. Non, je vous dis. Quand ça rime sur le profil d'une personne désignée, c'est tout autre chose que de vous demander si au sein de votre parti, tout le monde... Ce que je vous dis, vous comprenez. Est sincèrement d'accord. Je dis que le candidat a été désigné conformément à nos tests sur la base de discussions préalables internes à nos partis. Si nous discutons à l'intérieur de nos partis, on va appeler RFI. C'est parce qu'on n'a pas appelé RFI? Non, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a absolument rien à voir. Mais donc, tenez-vous-en. C'est conforme à nos tests, c'est à nos statuts. Il y a les statuts là, hein, si vous voulez. Vous les lire. C'est conforme à nos statuts. On va épargner les téléspectateurs. Voilà, exactement. Et c'est conforme aux dispositions de... En réalité, c'est l'intérêt général. Lorsqu'on est un pays en état de difficulté, de développement, et qu'on est arrivé à enclencher un tel processus, il y a trois choses. La première, il faut absolument faire pérenniser le système politique. La deuxième chose, il faut faire pérenniser le système de développement. Ça suffit. Et la troisième chose, c'est la cohésion sociale. Le problème, c'est que cette question revient. Parce que le chef de votre formation politique, monsieur
Fagnon, avec son engagement constant et sa fidélité au chef de l'État, le président Patrice Talon, il semblait plus ou moins, pour beaucoup en tout cas, le profil qu'on pourrait proposer pour porter donc la mouvance. Et bien d'autres, on a également entendu parler d'une ambition du maire de Cotonou, Luc Setonji à propos. Mais restons sur Monsieur Diogbeno. Qu'est-ce qui a manqué à son profil pour que vous puissiez, comme vous le dites, de façon consensuelle, porter votre choix sur le ministre Romuald Wadaye? Qu'est-ce qu'il a eu de plus que Diogbeno? Avant de vous répondre, oui, vous me permettez de saluer l'altruisme, l'humilité de l'homme. Mais ce que vous ne savez pas, Romuald Wadaye est le candidat du président Diogbeno. Il a dit, oui. Non, je vous confirme. Il est son candidat voulu. Lorsque, dans les concertations, des questions ont été posées à un certain nombre parmi nous, il n'a pas hésité à dire, dans le contexte actuel, nous avons besoin de gagner du temps. Nous avons besoin de gagner du temps. 2, lui, ministre d'État, en charge de l'économie et des finances, a été réputé parmi l'un des meilleurs ministres du continent africain. 3, c'est à travers son département que les politiques publiques ont été mises en œuvre. Il est plus dans l'économie, il est établi avec les ramifications des relations, vous avez bien lui ajouter la coopération. Et quand vous voyez son parcours, alors qu'au même moment, notre formation politique est à une étape où on a besoin de quelqu'un qui est là, de la trempe de Joseph Diogbeno, pour poursuivre l'œuvre inlassable de bâtisseur. De Joseph Diogbeno ou de Romuald Wadaye? Non, je parle de Diogbeno. D'accord. C'est-à-dire, c'est ça ce que je vous dis. Ok. Nous parlons de l'Union progressiste, et quand vous voyez comment nous sommes organisés, quand vous voyez le leadership du président Diogbeno, nous avons besoin de quelqu'un comme lui pour qu'il n'y ait pas rupture dans le système organisationnel, pour que nous puissions aller vers une meilleure performance et rendre le parti disponible à même de mieux accompagner collégialement, parce que c'est l'esprit du système partisan. Avec le futur président, parce que vous avez dit s'il va être élu. Il va être élu parce que c'est le meilleur candidat. Oui, vous êtes oui. militant, on peut vous le concéder. Oui, d'accord. Vous priez pour que votre candidat non, c'est même pas ça. Non, on n'en est pas encore là, mais continuez. Alors, quand vous voyez son profil, quand vous voyez la qualité de la gouvernance qu'il a et vraiment administré à la tête de son département et au cœur du gouvernement, depuis 2016, suivez comment est la qualité des documents budgétaires, la rigueur budgétaire, la gestion de la dette publique, la capacité de mobilisation de ressources. C'est un jeune audacieux. Il est audacieux parce que, vous voyez, autour de Covid, là, les partenaires ont demandé quels sont les pays qui souhaiteraient qu'on annule les dettes. Oui, tout ça, on connaît. Non, vous le connaissez. Si vous connaissez, pourquoi vous posez encore la question? On pose la question parce que lui, on le connaît juste depuis 10 ans. Ou peut-être vous autres qui le connaissez un peu plus, donc tôt. Si vous le connaissez... Le commun de Benoît connaît M. Romuald Wadaye depuis seulement 10 ans. Merci. M. Diogbeno, oui. Il est derrière Patrice Talon depuis je ne sais plus. Ce n'est pas de ça il s'agit. Je vous ai dit. Donc on se demande légitimement. Non. De façon légitime, si. Non. Voilà. Ce n'est pas le mieux. Avec tous les risques, peut-être on peut le dire, tous les risques qu'il a pris. Ce n'est pas ça. Pour écoutez-moi. Les réformes aujourd'hui. Écoutez-moi. Moi, je suis dans la soixantaine. Lui, il est encore dans la cinquantaine, bien qu'étant plus âgé que Monsieur Wadaye. Oui. D'accord? Je vous dis, monsieur, un camarade comme Joseph Diogbeno est un bâtisseur dont le parti a encore besoin. Un camarade, quelqu'un, une personnalité comme Romuald Wadaye, pour l'intérêt général, pour pérenniser le système politique,
surtout les réformes, améliorer les acquis, renforcer les acquis, et puis amorcer ce qui n'a pas été entamé, il est le mieux indiqué. Time is money, on n'a pas à perdre de temps. C'est pour ça, vous avez vu, le calendrier électoral est fixé dans le code électoral au niveau de l'article 40 nouveau. Et on a bien dit, à son 15 jours des élections du premier tour, on doit pouvoir aller à la déclaration de candidature du duo présidentiel. Son 15 jours, c'est le 15 octobre, autour de 11 octobre là. D'accord? Mais il ne faut pas attendre le 11 octobre pour le faire. D'accord. C'est parce que nous sommes structurés. Au sein de la mouvance et de la majorité présidentielle plurielle, nous sommes organisés. Nous sommes disciplinés. Donc je comprends. Vous aurez dû apprendre, des gens s'attendent. Et puisqu'on a dit, le président Talon ne veut pas partir. Et je salue sa décision courageuse. Et c'est un cadeau pour le Bénin. D'accord. Donc, écoutez-moi, dans le Conseil des Nations aujourd'hui, un président qui, après 2 mandats, dit « Je ne me présente plus pour un autre mandat », il faut le saluer. La désignation concertée qu'on a eue, il pouvait refuser pour dire « Bon, vous dites que c'est... Mais non, moi j'ai un autre candidat. » Il n'a pas dit ça. Il dit « Je m'aligne. » Il dit « Je m'aligne. » Ça aussi, c'est un cadeau à la jeunesse. D'accord. Donc, c'est de vous que c'est venu, non de lui. En fait, c'est ce que vous C'est essayez de dire. C'est de nous. C'est pas lui qui vous a soufflé le nom. Non, 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 il va nous souffler que non. Parce que nous, on est sous, non. On est aveugle. Si vous êtes convaincu, tel que vous le dites, que ça a été fait de façon collégiale, qu'il n'y a pas de remous au sein de votre formation politique, etc. Attendons-nous un peu sur M. Romuald Ouaddaï. N'est-ce pas un risque que de le préférer, en tout cas, on va dire, un technocrate plutôt qu'un acteur politique comme vous? Enfin, je donne l'image pour que vous sachiez un peu où je vais dans la question. Avant de continuer, il faut saluer la vision et l'objectivité du président Abdoulaye Biotchade. Il est frappé de conclusion. Et voilà quelqu'un qui a taraudé, il est passé par toutes nos institutions, le ministre des Finances, du FMI, président de la BOAD, tout, avec toutes ces expériences. Et dans nos partis, il aurait pu dire non, parce que nous, on est bien, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Alors, pour venir à votre préoccupation, c'est quel risque, selon vous? Il n'y a pas de risque. Il y aurait de risques si on le déportait de nulle part. Il y aurait de risques si, par ricochet, c'était quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne connaît pas les réformes. Je vous assure que le système de développement dont nous avons hérité là, ce n'était pas un système de développement compatible avec les exigences, les contraintes actuelles de gouvernance mondiale. Il y a trop de contraintes et nos pays sont sous la tyrannie des urgences. Et aucun pays ne peut plus évoluer dans le désordre. On a l'avantage, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Nous avons l'avantage d'avoir eu une équipe solide. Vous savez quel de ministre, moi j'étais au TP. J'étais le 4e ministre des TP en octobre 2008, alors qu'on venait d'arriver en 2006. Vous vous rendez compte? Je ne vais pas faire d'autres commentaires pour vous dire que il y a une équipe gouvernementale qui a vraiment fédéré sa synergie autour du chef du gouvernement, autour du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et autour du ministre d'État en charge du plan et du développement. Et vous avez un système avec les réformes du code de l'administration territoriale,
Oui, moi, j'ai été maire. C'est l'avantage que j'ai. Moi, je vous parle et en toute connaissance de cause. Comme j'aime le dire, j'ai été l'homme de tous les couvents. C'est-à-dire que je connais le fonctionnement d'un gouvernement, je connais le fonctionnement du Parlement. Je suis à mon deuxième mandat et je suis à l'international. Et ce que moi j'ai vu, et c'est pour ça que je viens témoigner, le Bénin est largement en avance sur tous les autres pays. Quand vous voyez la panoplie des lois, la qualité de la production législative, et je salue tous mes collègues de toutes les législatures, et particulièrement de la 9e, et à sa tête le président de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez, vous prenez le domaine de la protection sociale, quand vous prenez le domaine des changements climatiques, quand vous prenez le domaine de l'agriculture, nous disposons d'une loi d'orientation agricole plutôt, de la sécurité alimentaire nutritionnelle. Une loi d'orientation. Nous avons une loi d'orientation dans le domaine de l'enseignement technique et secondaire, de la formation technique et professionnelle. Nous avons une loi d'orientation en ce qui concerne les questions liées à l'énergie. Je vous assure que nous sommes sur le bon chemin. Et c'est le meilleur pour vous. Vous avez dit tout à l'heure. C'est le meilleur. C'est pas pour rien que j'ai commencé par vous annoncer simplement quelques performances par rapport à la gouvernance de l'agenda 2030. Vous avez soutenu tout à l'heure que ce choix n'est pas un porte-à-faux, donc n'a pas violé la loi électorale. Et c'est là que je vais vous demander simplement, est-ce qu'à un moment donné, à travers ce choix, est-ce qu'à travers ce choix, vous ne confessez pas simplement que les partis aujourd'hui, en tout cas pour l'heure, sont incapables de gérer, puisque vous êtes allé chercher ailleurs? Là, c'est vous qui faites tout faux. Vous avez affirmé tout à l'heure que Romuald Wadaï, parce qu'on dit les technocrates, qui connaissent rien. Le plus politique d'un gouvernement, c'est le ministre de l'économie et des finances. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas politique. Non, non, vous avez dit qu'il est technocrate. Il n'est pas politique, puisque vous le compariez par rapport... Je n'ai pas dit qu'il n'est pas politique. Non, d'accord. Donc, politique. Je parle dans votre langue. Si vous savez qu'il est politique, quelle est la politique que nous impulsions? Si nous parlons de la majorité présidentielle, si nous sommes d'accord qu'il y a la pauvreté, et on peut le ressentir, en 2015, le niveau de la pauvreté était autour de 41-42%. Bien qu'on n'ait pas réussi à éradiquer la pauvreté, on est descendu quand même de 10 points. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec cette approche, cette perception est biaisée. J'ai entendu dire ça de beaucoup de gens, oui, et il n'est pas des sérails, est-ce que c'est... Non, c'est nous. C'est nous. Il ne peut pas élaborer une politique publique, la politique générale de l'État, bien que c'est consigné, article 53 de la Constitution révisée, l'ancien article 54, que c'est le chef de l'État qui, justement, élabore la politique générale de l'État et il prend les décisions à travers le Conseil des ministres, dont il est encore le président. Les ministres de demain, là, seront proposés par nos partis. Et c'est justement le point d'ancrage, l'un des motifs forts de la réforme du système partisan. Parce qu'avant, contrairement à aujourd'hui, il aurait pu être un candidat indépendant. Et nous avons dit non, il ne faut pas continuer avec. Du moment où sa candidature, il n'a pas pu être candidat par lui seul, il lui fallut que, conformément au code électoral, il soit désigné par nos partis. Ça veut dire qu'il est assimilé en intelligence, en cohésion parfaite avec nos partis. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Au contraire, c'est ça qui va conforter le Bénin de demain. Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas, même si nous sommes dans un régime démocratique, qu'il y ait une opposition pour opposition, et que les gens ne puissent pas centrer la vision de développement à travers, justement, la richesse de l'intérêt général.
les coalitions parlementaires, nous serons heureux hein, de voir prochainement d'autres partis qui ne soient pas de la mouvance vouloir soit signer un accord de gouvernance ou de coalition, ou bien même se fondre pour devenir un seul corps avec l'un ou l'autre de nos partis, le bien ou bien l'Union progressiste. Là où nous sommes arrivés là, nous devons prendre nos responsabilités. Il ne va pas gouverner seul, hein? Non, il ne va pas gouverner sans nous. Et nous, les ministres qui vont être désignés, ce n'est pas ses copains, non. Les députés avec lesquels il va travailler, c'est nous. Donc, vous maintenez au fait, M. Niguez-Fayon, que ce faisant, vous ne fragilisez pas les formations politiques, en tout cas issues de cette réforme. Pas du tout. Pas du tout. C'est une désignation qui conforte à la fois nos cohésions, la cohésion sociale, la cohésion interne à nos partis, la cohésion interpartie de la mouvance, qui conforte justement la qualité de la gouvernance. Parce qu'on a été planifié, on a été très organisé pour en arriver là. On ne s'est pas levé un lundi matin pour dire, bon, c'est... Non, non, non. Hein. Il y a un travail silencieux. Pendant combien de temps, justement? Pendant combien de temps, monsieur Fayon? Vous l'avez fait ça pendant combien de temps? Vous voulez dire, ça c'est la scolarité, quand vous voulez voir si... Répondez à la question. Pendant combien de temps ça a duré le temps? Vous avez fait non, ça a duré le temps. Ce qu'on a entendu, écoutez, on ne sait pas si c'est ce qui est. Non, non, ce que vous avez entendu... vous reçoit, non, 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 reçoit les partis, c'est ce qu'on a entendu. C'est le fruit d'un large processus. C'est le fruit d'un large processus. On ne se lève pas un matin comme ça pour... On savait les échéances électorales. Je vous ai exprès rappelé le calendrier électoral. Mais il y a quand même des dispositions. Si vous devez déclarer une candidature à 6 mois, il ne faut pas regarder justement les 6 mois-là. C'est par rapport aux diligences que d'autres instances organisant les élections doivent faire, que le législateur a fixé 6 mois avant. Mais il faut quand même que 1 mois et demi, 2, 3 mois, en tout cas, on puisse concrètement voir l'aboutissement d'un long processus de désignation. Et je retombe sur ce que vous avez failli écarter. La preuve que notre candidat répond à l'attente des larges masses populaires se retrouve avec les liesses populaires que vous voyez à Parakou, à Natitengu, à Porto Novo, diversement. Et ça se retrouve à travers, franchement, des personnalités objectives. Ça, ce n'est que l'euphorie du moment, peut-être. Ce n'est pas l'euphorie. Vous voulez me dire que le président Soglo est dans l'euphorie? Vous voulez me dire que le président Batoko est dans l'euphorie? Pour me résumer, quand nous parlons de continuité, je vous parle fond. Azoe miwayo, tie migayo, mweyo ndemeyo, minalo bedebonu enile aigudoa. Omego fi ekpodeo, mina gbiba, fi edodeo, mina sun, nte mika sun boyo, mitu. D'accord. Mais là, si vous n'en comprenez pas, mais ni mon kunja melo, fi négociation, fi millionnaire ali mitoli. Bon, moi mina dobo na ya oui fine, ou yaya afoyaya. Le véhicule que nous devons emprunter, c'est le véhicule du choix consensuel, à travers un jeune dynamique, un jeune compétent, qui a montré ses preuves. Et nous sommes soucieux, justement, de ce que nos partis doivent, au fil du temps, continuer à travailler pour se renforcer. Donc, on ne va pas les décapiter. Là, au moins, vous avouez que vous n'êtes pas encore prêt à digérer. C'était la question du départ, monsieur Fayon, qui nous a amené dans ce développement. Allez, on va continuer, justement, le dévoiler à pratiquement 6 mois de ces élections-là. Est-ce qu'il va tenir, monsieur, tenir les pressions de tout type? Les pressions de dire, par exemple, qu'il faut qu'il démissionne, par exemple, ou bien je balaye ça. Ce n'est pas nouveau. Nous avons vu quand l'ancien président, l'ancien premier ministre était candidat. Et par ailleurs, sous lui, là, vous parlez de M. Soglo. Ah, d'accord. Quand le président Kérékou
candidat à sa propre succession, pourquoi on n'a pas dit à Kérékou ou au président Yahi de démissionner? Quand le président Zissou, alors Premier ministre, était candidat, il était dans le gouvernement, pourquoi on n'a pas dit qu'il va démissionner? Ildefonse Lemon, ministre de l'économie et des finances, sous le gouvernement de Nicéphore Soglo, donc contre lui, était candidat. Mais Nicéphore Soglo n'est pas allé pour dire que c'est de faux propos. Il va tenir, et parce qu'en réalité, il s'agit de propos de gens fébriles. Et je vous dis, c'est le meilleur candidat qui soit. C'est le candidat qui arrange tout le pays. C'est le candidat qui permettra de rassembler toutes les filles, toutes les fils. Vous n'avez pas entendu le président de la République et son Excellence Patrice Talon émettre la volonté que, pour une fois, que tous les partis politiques soutiennent le même candidat? Vous ne voyez pas que ça pourrait être un tandem pour que les uns se rapprochent des autres? Allez le dire aux démocrates. Qui va le dire? Ils vont m'entendre? Ils sont en train de m'entendre? Allez le dire. Non, mais parce que chez eux, non, ils vont m'entendre. Pour eux, justement, vous avez écouté la critique de M. Eugène Azatasso au propos de votre candidat. Mais c'est pas le meilleur. Non, M. Azatasso est dans la rhétorique. C'est vous qui êtes dans le vrai. Lui, il est dans la rhétorique. Que voulez-vous de quelqu'un, si vous connaissez bien M. Azatassou, que je respecte beaucoup, c'est-à-dire qu'il est dans son encyclopédie habituelle. Vous voulez qu'il vienne dire que notre candidat est meilleur, alors qu'il est l'un des sommités de... Pourtant, vous n'avez pas tari d'appréciation par rapport à ce que M. Arassu a dit tout à l'heure. Hein. Lui, il a dit... Non, mais c'est un constat. Est-ce que moi j'invente? Ils sont dans le même parti. Ils sont dans le même parti ou non? Et lui dit Romia Wadaï, c'est son candidat. Il le félicite, il a double. Bon, Zatassou, ce qu'il a dit ne concerne que lui. Mais il y a quand même des gens qui les écoutent. La question qui va se poser, qui se pose là, c'est combien de gens les écoutent et combien de gens sont d'accord par rapport à la candidature de notre candidat. Mais des critiques du genre, vous les entendrez. Et ça va venir encore de plus en plus. Non, Comment vous comptez contrecarrer cela? On va contrecarrer. C'est Marteau qu'on va aller chercher. Quand vous savez que des gens ont une encyclopédie particulière, c'est-à-dire désinformés, intoxiqués, donc ils veulent dire qu'ils ne reconnaissent pas la technocratie, l'expérience et le pragmatisme, l'intelligence, l'audace d'un jeune qui a amélioré la signature du Bénin. Comme en Algérie là, le Bénin a été longtemps sous initiative de Hippo très endetté. Hein. Et avec son impulsion, j'étais en train de parler, vous m'avez coupé, mais je reviens dessus. Mais des gens ont proposé que notre pays accepte qu'on annule les dettes. Il a dit non. Qui, monsieur... Oui, il a dit non. Et j'ai pris de lui, j'ai souri, j'ai dit voilà. Pourquoi? Parce que dès que vous acceptez ce cadeau empoisonné qu'on annule votre dette, c'est que vous êtes réputé incapable de payer. Et nous avons payé. On a tenu jusqu'à être en capacité de passer pays à revenu intermédiaire, jusqu'à être en capacité de mobiliser des ressources plus longues sur le marché des capitaux, des eurobonds, etc. Franchement, moi je dis chapeau et je remercie encore une fois toute la classe politique de la mouvance ou qui ne soit même pas de la mouvance, tous ceux qui, de façon objective, reconnaissent que faisons un travail. Au contraire, au lieu de chercher à enquiquiner, au lieu de chercher à noircir, au lieu de chercher à envoyer des... Ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre parce que tout le monde voit, tout le monde a vu ce que le jeune là a fait. Tout le monde sait que l'enjeu du Bénin, c'est qu'il n'y ait pas une marche à reculons. Qui va... Nous n'allons jamais nous reculer. Alors, parlons justement de l'opposition. Ce vendredi, ils ont fait une déclaration de presse pour vous reprocher que vous cherchez à démarcher leur parrain à coups de milliards, Monsieur Fagnon. Bon, démarcher leur parrain. Qui a loué et conseillé
un bus pour comprimer en drift ces députés pour aller retirer, encadrer avec des forces. Et ils ont encadré le retrait de leur parrainage. Qui a fait ça? C'est pas eux? Bon, c'est vous qui estimez qu'ils ont encadré. Attendez. Ce qui est sûr, ils étaient en bus. Non, c'est factuel. Ce n'est même pas possible. Vous savez pourquoi qu'est-ce qui n'est pas possible? Non, ce que vous dites là n'est pas possible. Quand vous regardez le code électoral, l'article 132 nouveau, un parrain ne peut parrainer qu'un membre du parti ou désigné par le parti sur lequel il est élu. C'est un cas d'intoxication. C'est un cas de désinformation. Pourquoi? Je dis, quelqu'un qui a son formulaire de parrainage. Ce n'est pas parce que j'ai mon formulaire de parrainage que je vais me lever et aller parrainer un autre en dehors du candidat désigné par le parti ou du membre du parti identifié pour être président. Ou encore du candidat de l'un ou l'autre parti en cas d'accord de gouvernance. Maintenant, comment on peut, pour les formulaires de parrainage qu'ils ont déjà pris, où on va trouver ça? On me dit, mais par contre... Elle lui a posé la question, monsieur. Justement, par contre, une chose est d'avoir le parrainage, mais l'autre chose est d'avoir le soutien du parrain. Et l'autre a dit, je vous remets mon parrainage conformément à la loi, mais je ne soutiendrai pas votre candidat. Donc, il est libre. Où est la nuance? Donc, au lieu de chercher à nous accuser, ils n'ont qu'à désigner leur candidat. Moi, j'apprends qu'ils sont en train de désigner un banquier. J'apprends qu'ils sont en train de désigner quelqu'un qui est banquier. C'est qui ça? Moi, je ne sais pas. Mais banquier, il n'y aura pas plus banquier, plus financier que Romiad Wadaï. Ça, c'est le joker. C'est le joker pour la jeunesse, bon, le joker pour le Quand vous croyez en votre candidat, il peut également trouver un meilleur profil, monsieur. Non, il ne peut pas. Monsieur Fayon. Non. Moi, je suis des Là, vous êtes péremptoire. Non. Vous êtes un peu trop péremptoire. Je ne suis pas péremptoire. Écoutez, je suis du milieu. Vous ne savez peut-être pas, moi, je suis du milieu. Je suis du milieu des finances, des banques. J'ai été d'abord contrôleur général de banque. Je suis diplômé de l'Institut technique de banque. Ça fait une trentaine d'années. Ensuite, je suis passé à la BOAD. Et je connais tout le monde. Et je sais ce que c'est. Avoir occupé un poste, si vous êtes à un poste de direction, je ne sais pas quoi, et ce n'est pas un banquier. Ce n'est pas comparable à quelqu'un comme Romiad Wadaï, qui est passé expert comptable diplômé, travaillé en France, a travaillé à New York. Il ne peut pas être le seul à avoir ce profil, monsieur. Je dis, dans le cas actuel, c'est le meilleur. Si à l'époque, on a connu, c'était Yahi Boni et après Lionel Zinsou, non, ça veut dire que des nuances sont possibles quand même. Laissez tomber. Et contexte pour contexte, je dis, dans le contexte actuel, c'est le meilleur. J'attends de voir qui va dire mieux. Et il n'y a que des gens comme nous, comme moi là, pour décrypter. J'attends de voir qui va venir dire que lui est comme lui. Non, il ne sera même pas sa photocopie. Bien. Alors, on va évoluer justement dans deux échanges. Là, le candidat, il est connu. Vous avez eu le temps de vanter tous ses mérites. Comment comptez-vous l'aider à fédérer tout le monde autour de cette candidature? C'est une candidature comme une ruche, comme de miel. Vous voyez, c'est une candidature que je peux comparer à du miel. Je ne dis pas que les militants, les populations sont des mouches. Hein. C'est une candidature que je peux comparer à l'aimant, pour être plus aimant. Est-ce que l'aimant attire le plastique? L'aimant n'attire pas le plastique. L'aimant ne peut que attirer le fer. Et le fer, justement, quand on met l'aimant avec les forces magnétiques, ça se croise. Vous avez vu spontanément, les jeunes sont les premiers à porter la candidature. Je peux vous dire, dans ma localité, là, vendredi, c'est pour la première fois que j'ai vu des jeunes, ils se sont entendus, hein, ils ont cotisé entre eux, et vous verrez encore plusieurs autres. Surtout eux, plusieurs autres. Ils ne m'ont pas appelé une seule fois pour dire, grand frère, donne-nous quelque chose. Et je les félicite. C'est pareil à Porto-Novo, c'est spontané. Personne ne veut continuer pour ceux qui
ont leurs ruelles qui ne sont pas asphaltées, pavées, continuent à voir. Même ma commune a bénéficié. C'est pas que Cotonou hein, qui dispose de programmes d'asphaltage et d'assainissement pluvial. Hein. Ma commune fait partie des 7 chefs-lieux de département à l'intérieur d'une cagnotte de 200 milliards de francs CFA, appuyée par la Banque mondiale, et le budget national a bénéficié aussi de programmes d'assainissement pluvial pour 4 ans. Mais les rues de Dassa-Zoumé vont être asphaltées, pavées, les caniveaux, et déjà nous avons de l'eau à boire. On n'avait pas de l'eau à boire. Aujourd'hui, on a de l'eau à boire à travers des SAEP qui sont mis en construction. Entendez, système d'adduction d'eau potable multi-village. C'est-à-dire que le gouvernement a pris le temps de rechercher la nappe phréatique et de monter un projet de canalisation des villages indépendamment des pompes à motricité humaine. Le gouvernement s'est rendu compte que pour des zones géologiquement d'accès difficiles, il faut des investissements massifs pour exploiter l'eau de surface. C'est le cas de l'eau de surface de Lomé, avec le barrage d'Aïdoko, 2 millions de mètres cubes, avec un autre barrage de 12 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, on a de l'eau à boire. Qui va être du reste? Alors qu'avant, on n'a pas eu tout ça. À vous écouter, c'est tout comme si désigner, c'est déjà gagné, au fait, chez vous. Hein. Je vous dis tout ce que vous dites, adoubement, adhésion, etc. Oui. N'est-ce pas juste... Nous, ce que nous avons à faire, du moment. Ce que nous avons à faire, le reste, c'est dans les urnes. Non, justement. Vous le savez. Justement. On a l'impression que bon, vous êtes déjà dans un autre monde de gagner. Non, non, mais justement, il faut déjà constater cet engouement populaire. Maintenant, nous, notre rôle, c'est d'endogénéiser. C'est la question que je vous posais. C'est un travail qui va se faire, qui se fait déjà par cours socio-professionnels. Je vous ai donné, ah non. Ça ne suffira pas. Les jeunes, si vous l'avez écouté, ils ont dit, nous donnons le mot d'ordre. Ils le donnent aujourd'hui. Ils vous diront qu'ils ont besoin de ceci et non, ça. Non, ils ont besoin de l'emploi. Non, non, ils ont besoin de quoi? Non, ils ne sont plus là. Ils n'ont plus besoin d'emploi. Je vous dis, à l'heure actuelle, ils savent que, vous savez, les élections à venir, ces élections générales-là, que le monde religieux me pardonne, hein, ce n'est pas pour blasphémer qui que ce soit. Vous savez, dans la Bible, il nous a enseigné, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Tous les jeunes savent que si la mouvance présidentielle gagne le pouvoir d'État, eu égard aux acquis que nous avons aujourd'hui, eu égard au caractère jeune, dynamique, étant donné que en termes de statistiques, les jeunes sont les plus nombreux. 50% de la population est jeune. Cette population-là, c'est elle qui est en train de porter sa candidature. Ce n'est même pas encore nous. Ça veut dire que s'ils sont convaincus par eux-mêmes, nous avons simplement que à encadrer, endogénéiser, et ils savent ce qu'ils doivent faire. Vous allez à Zakota, vous allez à Lokossa, vous allez à Natitengu, ou à Dassa-Zoumé, à Porto-Novo, c'est déjà là. Ils savent qu'ils doivent aller chercher les autres. Ils doivent aller chercher les autres. Et ne m'amenez pas à étaler une stratégie interne d'un parti ou d'un groupe politique. Mais je vous rassure de ce que nous ne dormirons pas sur nos lauriers. Non. C'est pas parce que notre candidat est adoubé, on dit, oh, on a déjà gagné. Non. J'ai l'impression que votre non, on a lancé par exemple le recrutement des agents électoraux. Ah, nous devons être présents. Vous comprenez? Des jeunes doivent tirer les mains d'autres jeunes. Des femmes doivent tirer les mains d'autres femmes. Et c'est de bouche à l'oreille. Ce n'est même pas... Lui, il n'a même pas besoin de publicité pour dire, bon, allez parler à mon nom, venez, je vous recrute comme activiste. Non, nous ne sommes plus là. Nous avons déboussolé l'opposition. Nous avons démystifié tous ceux qui ont, à tort, accusé le président de la République, il ne veut pas laisser le pouvoir. Vous allez voir, il va faire ceci. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas encore la fin, nous sommes à une étape.
vous verrez davantage. Je reviendrai ici vous dire qu'est-ce que je vous avais dit. Et le plus dur va commencer. C'est-à-dire, comment mieux nous organiser pour que ce qui est acquis soit renforcé. Pour que là où il y a encore des points de faiblesse soit corrigé. Pour clore le chapitre, Wadaini, en définitive, vous soutenez qu'il n'y a aucun problème à l'interne, en tout cas aucune posture différente ou bien de remous. Pourquoi vous vous êtes laissé intoxiquer comme ça? Je suis heureux d'être là en face de vous pour que définitivement de votre cerveau là, vous puissiez effacer ces genres d'intoxication. Écoutez, je vais vous caricaturer ça. Lorsqu'on a vu sur les réseaux sociaux la lettre de mon collègue Akossi, est-ce que vous n'avez pas vu des arguments pour dire non, qu'ils ont imité sa signature, ils ont imité sa signature? C'est exactement ça. Est-ce que finalement, sa signature a été imitée? Non. Je confirme que la désignation qui a été faite est une désignation consensuelle. Et nous sommes son cerveau collectif. C'est l'esprit de la réforme du système partisan. C'est le caractère collégial de la responsabilisation des partis politiques dans le processus du développement autour d'un président qui, pour être élu, la loi a prévu qu'il peut être désigné, il peut être membre du parti, et au parrain, il est donné le choix de parrainer qui veut, mais à condition que qui veut soit dans le chantre des partis politiques qui ont signé les accords de gouvernance, l'accord de gouvernance et de coalition parlementaire. Et qui veut, il ne peut pas parrainer quelqu'un qui ne soit pas désigné ou membre du parti sur la liste de laquelle plutôt il est élu. D'où la sécurisation du parrainage. Donc, personne ne vous embrouille en disant que mais qui a son argent à aller jeter par la fenêtre. Et pourquoi? C'est un candidat populaire. Et nous ferons en sorte que le langage que vous parlez là, à l'arrivée, ne soit pas un langage qui va se confirmer. À savoir que c'est l'euphorie. Non, non, non. Ça, c'est nous, notre job. Bien. C'est nous là, notre job. Vous l'avez désigné. Le bon profil que vous avez dit, oui. Est-il prêt? Il est plus que prêt. Mais il est déjà sous le feu de l'action. Il a été régulièrement sous le feu de l'action. Et il doit... Dans son secteur, en tout cas, il est resté enfermé. Non, il n'est pas enfermé. Le ministère de l'économie, des finances et de la coopération est le point névralgique du gouvernement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens doivent cesser de parler de démission par rapport à lui. Je vous avais déjà parlé des autres cas. D'ici le 15 octobre, à partir du 15 octobre, nous devons faire la rentrée parlementaire. Et il doit finaliser le budget. C'est parce qu'on l'a désigné, lui on l'a désigné, et il va mettre à mal l'intérêt général parce que, bon, on l'a désigné comme ça, il va s'occuper de dire qu'il va rentrer en campagne. On a déjà ouvert les campagnes. On a ouvert les campagnes. On n'a pas ouvert les campagnes. Et il doit, au contraire, s'occuper de présenter un budget. Parce qu'il est dans la posture de celui qui va exécuter le budget. Si il y a eu des budgets qu'il a eu à faire parce qu'il était sous un chef de gouvernement, maintenant c'est lui qui va être le chef de gouvernement. S'il ne se donne pas les moyens à travers ces budgets, s'il n'innove pas pour tenir compte, comme on l'a déjà fait savoir à fin juin là, ainsi que le recommande la directive de l'UEMOA, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, il est tenu de s'appliquer davantage que par le passé pour s'assurer qu'il va donner un plus. Il va donner un plus. Et c'est pour ça que il faut que les gens cessent de divertir les autres. Sur la question de la démission, aucune loi ne l'oblige à démissionner non plus, sauf erreur de ma part. Ok, non, c'est une manière de... C'est connu. C'est une manière de vous dire que il est plus que prêt, il est à la bonne place, au bon moment, pour que le pays soit affranchi des tâtonnements
liées au changement. C'est ça aussi. Le pays, et c'est pour ça qu'il faut saluer le président Talon. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix. Souvenons-nous, les autres n'avaient pas de parrainage en 2021. Et c'est nous, de la majorité présidentielle, sous l'impulsion du président de la République, par sa volonté, on a dit non. Quand on tombe, il faut ramasser quelque chose. Vous avez vu, depuis mars 2024, on a organisé ceci. Depuis plus d'1 an, disons 18 mois. Et vous n'avez pas vu qu'il y a la paix? Vous avez entendu quelqu'un dire, ah, je n'ai pas de parrainage? Le plus, c'est rare. En général, quand on est arrivé à la fin d'un régime et qu'il faut un nouveau régime, c'est qu'on est dans de fait, dans une discontinuité. Et pour pouvoir rattraper, il faut attendre 2 ans. C'est-à-dire que quelqu'un est là. C'est pour ça que, c'est vrai, je parle et vous me prêtez d'être péremptoire, mais ce que je dis, c'est sous la bénédiction de Dieu. Parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Que Dieu nous prête vie et que le candidat Ouadaï, et je l'exhorte au nom de mon parti, au nom de la mouvance présidentielle, à s'appliquer pour que le budget que lui-même aura à exécuter là permette au moins que toutes les couches socio-professionnelles commencent par ressentir l'aboutissement des nombreux sacrifices. Parce que le développement est un long processus. D'accord. Dernière question. Voilà. Vous avez eu des échanges avec la FCBE. On entend des tractations qui se mêleraient pour des accords. De quoi cela retourne concrètement, M. Nicaise? Je vous renvoie au code électoral. Article 132, nouveau. Article 132, nouveau. Ce que je vous confirme que dans les jours à venir là, nous allons signer un accord de gouvernance avec FCBE. Cet accord de gouvernance, attendez, cet accord de gouvernance n'est pas une fusion, ce n'est pas une absorption. Chaque entité politique va conserver justement toutes ces caractéristiques pour donner la pluralité de choix aux populations. Elles auront à choisir s'allier derrière FCBE, pour autant qu'elles s'identifient à FCBE. Elles auront à choisir de s'allier derrière le BR, elles auront à choisir de s'allier derrière l'Union progressiste. Le point de convergence, nous voulons gérer ensemble. C'est-à-dire que, en signant un accord de gouvernance avec eux, les bons éléments qu'ils ont avec eux, nous sommes prêts à travailler avec. Vous voulez gérer ensemble, mais vous voulez avoir différents candidats. Mais on est en démocratie, non? Et tout est organisé. N'est-ce pas anachronique que vous leur accordiez les parrainages manquants et qu'eux, ils aillent avoir un autre candidat? Non, mais ce n'est pas anachronique parce que le code même a prévu que n'importe quel parti peut signer accord de gouvernance avec quel autre parti. Comprenez-moi. Du moment où il a établi l'éventualité de pouvoir signer un accord de gouvernance, un accord de coalition parlementaire avec un autre parti, les conditions de délivrance du parrainage sont fixées par le législateur. Ça veut dire que quelqu'un est membre de FCBE, FCBE a signé accord de gouvernance avec le BR et l'Union progressiste. Le candidat unique de BR et de l'Union progressiste étant M. Romuald Ouadaï, il est libre de donner son parrainage même à Romuald Ouadaï comme au candidat désigné du FCBE. Quand les jours à venir, comme nous avons amorcé le processus, et je confirme avec la FCBE, nous ne serons pas les seuls. Il y a le BR, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, dans le cadre de la majorité présidentielle. Après avoir signé l'accord dans les conditions précises et précisées par le code électoral, ça veut dire que ça donne la possibilité à un parrain
membre de BR de pouvoir parrainer le candidat de FCDE ou de pouvoir parrainer, naturellement, nous avons déjà désigné ensemble, ou quelqu'un de l'Union progressiste de parrainer le candidat. Est-ce que ça signifie? Oui, d'accord. C'est vrai que le code ne date pas d'aujourd'hui. Mais en le faisant comme ça, est-ce que c'est pas un peu... Je ne vais pas être un législateur qui a voté un texte, qui a participé au vote d'une loi. Et vous dédire. Et la loi a été réputée conforme à la Constitution. Ça devient alors partie prenante à l'armature du pouvoir d'État. Et maintenant, venir poser la question. Donc, quand on a voté une loi là, peut-être attendez quand on va ouvrir le chantier de la relecture de la loi. Les démocrates vous disaient depuis longtemps que la loi n'était pas bonne. Enfin, j'emprunte leurs mots. Vous voulez qu'ils disent que la loi est bonne? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été, ils ne se sont jamais inscrits dans le même chapitre que nous. C'est quoi? Nous sommes des réformateurs. Eux, ils sont des conservateurs. Pourquoi ils sont conservateurs? Vous voyez, même le chantre de l'opposition là, en disant avec nous, en 2006, que nous allons faire le changement, on a dit on va changer tout, mais sauf le système politique. On n'a même pas été en mesure d'améliorer la charte de l'opposition qui a été votée en 2004. On a laissé ça comme ça. On a gouverné pendant 10 ans. Moi, j'ai fait 5 ans. Mais pendant 10 ans, on n'a pas touché comme si on ne devait pas devenir opposant. Vous comprenez? Alors, ils n'ont jamais, le champ de l'opposition là, n'a jamais envisagé de réforme. Nous sommes des réformateurs, eux, ils sont conservateurs. Donc, c'est normal. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Niguesco Tchami-Fayon. Nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Merci beaucoup. Je vous laisse quelques minutes pour conclure. Bon, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir permis d'opiner, d'éclairer les populations, les militants, et je renouvelle le remerciement de tous les députés, de la classe politique. C'est un remerciement réciproque, hein, puisque c'est un choix consensuel. Et je lance un appel pour que les mouvements, l'engouement que suscite le choix consensuel et concerté de notre candidat, son Excellence Romiad Mouadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, soit encadré et que ça soit traduit dans les urnes. Je voudrais renouveler les remerciements quant au président de nos deux grands partis. Je vais nommer le président Abdoulaye Biotchane et le professeur Ifame Joseph Djogbenou pour leur efficacité, pour leur objectivité. Ils ont montré qu'ils sont des hommes d'État. Et remercier le président Talon et souhaiter à chacun de nous longue vie, meilleure protection de Dieu pour que, effectivement, la volonté vraiment de nous affranchir des tribulations, des problèmes et d'accéder au mieux-être économique et social et culturel puisse davantage s'affirmer et que l'objectif stratégique, que l'intérêt général soit préservé, que notre pays soit renforcé dans sa capacité de résilience face aux chocs exogènes et aux difficultés internes. Remercier les populations, surtout les contribuables, et qui vraiment, spontanément, n'ont ménagé aucun effort pour accompagner les réformes et dire et les rassurer que nous allons accélérer le processus des réformes en préservant et en renforçant les acquis et en travaillant sur ce qui reste comme point d'insatisfaction et les attentes pour toutes les couches socio-professionnelles. Que Dieu Tout-Puissant veille sur le Bénin.
C'était donc les coulisses, si on peut le dire, de la désignation de Monsieur Romuald Odayi. Notre invité, Nikez Kochami Fagnon, a été clair. Il s'agit d'un choix consensuel. Il n'y Et a pas de concerté. concerté et consensuel. Vous l'avez Oui, dit, oui, oui, concerté et consensuel. oui. Il n'y a pas de remous, il n'y a pas de malaise. Il est le meilleur Il candidat. est le meilleur candidat qu'il a dit. Pas Patrice Talon n'a pas pesé de tout son poids pour, en tout cas, s'imposer à vous, puisque vous l'avez choisi spontanément. Pas du tout. Il n'y a pas eu de deal qui vous a été concerté pour peut-être ne pas choisir le président de votre parti Et politique. quel deal? Voilà, il n'y a pas eu de Non. deal. Donc, c'est pour dire que Romia de Wadaï est le choix de la majorité. Les adhésions, en tout cas, sont la preuve d'ailleurs qu'il s'agit du bon candidat. Et M. Fayot est convaincu qu'il n'y aura pas meilleur profil pour challenger Non, il n'y a pas. Monsieur Voilà, et même si on attend toujours le duo de candidats de l'opposition, la question à laquelle peut-être on n'a pas pensé, je vous pose en sortant, ce sera la sortie, la colistière. Oui, justement, nous sommes dans un esprit de la continuité et par rapport à l'approche genre. Vous voyez? Et voilà, la colistière, Madame la vice-présidente de la République, est encore remplit pleinement les conditions que vous avez énumérées tantôt. Et nos deux partis sont en concertation à travers leurs instances pour qu'elles soient confirmées comme étant la colistière. C'est pas encore formellement fait. Dans C'est tous les cela. cas, le processus est en cours et ne saurait tarder. Ça sera elle. Eh ouais. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien avec Monsieur Fagnon, que nous remercions. On se retrouve très bientôt sur d'autres programmes. Et je vous rappelle que Dimanche c'est politique se poursuit, nos programmes se poursuivent. E-Télé est disponible sur nos chaînes, nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et également télécharger l'application pour nous suivre un peu plus facilement. E-Télé avec vous, pour vous. À très vite.